Je suis très heureux de vous retrouver là. Je suis très heureux d'être avec vous à Lille. Voyez-vous, on a tous dans cette ville une partie de notre cœur. Moi, j'en ai une qui compte pour moi. J'ai une fille qui est professeure à Lille. C'est ceux de Sciences Po là-bas? J'ai une fille qui est professeure à Lille et j'ai dans cette ville, avec beaucoup d'entre vous qui vont s'asseoir maintenant que les photographes et les caméramens auront fini leur travail, en tout cas auront achevé la première partie de leur travail. J'ai beaucoup de souvenirs dans cette ville et dans ce département. J'ai des souvenirs de grandes et actives amitiés. Je ne citerai que, parmi les très nombreux élus qui sont là, Olivier Hennaut, qui est le maire de Saint-André, et la figure de proue de notre famille politique dans le Nord, et Jean-Marie Van Lerenberghe, sénateur du Pas-de-Calais. Alors je salue les sénateurs, les députés qui sont là, les conseillers généraux, régionaux, les maires, et je salue surtout chacune et chacun d'entre vous pour votre présence et votre amitié. Je disais, j'ai des souvenirs dans cette ville, je ne veux citer que deux figures. J'ai beaucoup respecté un homme qui s'appelait Maurice Schumann, qui avait été le porte-parole du général de Gaulle dans la Résistance et qui fut, à la Libération, le premier président du mouvement républicain populaire qui était à l'époque le parti de ce grand courant de pensée du centre. Et j'ai beaucoup aimé un homme qui, jusqu'à son lit de mort, m'a dit « François, ne lâche rien ». Il s'appelait André Diligent, il était maire de Roubaix. Il était sénateur du Nord, combattant de toutes les causes de la liberté, et je puis lui dire devant vous, nous n'avons rien lâché, jamais, et nous ne lâcherons rien, jamais. Voyez-vous, tout à l'heure, Jean-Marie Van Lerenberghe disait avant moi à cette tribune que le caractère absolument exceptionnel, j'allais peut-être même dire étrange de cette élection, c'est que plus les jours avancent et plus le nombre des indécis grandit. D'habitude, dans une élection, on commence par l'indécision et on finit, en avançant vers la date de cette élection, par avoir de plus en plus d'opinions fixées. Eh bien, en tout cas, pour le premier tour, le nombre des indécis grandit au fur et à mesure qu'on approche de cette élection. Pourquoi? Pour une raison absolument simple, si vous y réfléchissez. C'est que les Français sont entrés dans cette campagne électorale très longue, qui a débuté avec la mise en scène absolument sous les caméras, les projecteurs de télévision, la mise en scène des primaires du PS. Donc ça fait déjà 6 ou 8 mois qu'on est en plein dans cette élection. Les Français sont entrés dans cette élection avec l'idée, la certitude qu'on allait traiter les problèmes qui sont les leurs et qui sont ceux de leur pays et dont ils voient bien que depuis des années et des années, personne n'a proposé de réponse concrète et efficace. Voilà comment ils sont entrés dans cette élection. Et puis, on a assisté à deux choses. La première, c'est que l'entente implicite entre le Parti socialiste et l'UMP, cette entente implicite, cette entente absolument forgée comme ça, solidaire, le Parti socialiste et l'UMP
ont décidé, ils laissaient à chaque élection, qu'on allait, dans cette élection présidentielle, supprimer le premier tour et ne conserver que le deuxième tour dont ils auraient écrit la composition à l'avance. Et ils ont... C'est tellement vrai et c'est tellement choquant pour les Français que vous avez vu un sondage il y a quelques jours qui dit ceci, qui est absolument incroyable, que 60% des Français refusent le deuxième tour qu'on voudrait leur imposer et auquel on voudrait les forcer. 60% des Français. Et cependant, la totalité du débat politique, la totalité des commentaires, la totalité des tonnes et des tonnes de papier et d'encre et de, j'allais dire, si ce n'était pas inélégant, de salive qui a été dépensée dans cette campagne sur tous les plateaux, ne parle exclusivement que de ce deuxième tour écrit à l'avance et dont les Français, au fond d'eux-mêmes, ne veulent pas. Alors ne vous trompez pas, c'est pour cela, parce qu'ils ne trouvent pas les réponses aux questions que légitimement ils se posent, que les Français sont de plus en plus mécontents de la campagne électorale. Un certain nombre le manifestent en disant « puisque c'est comme ça, nous allons nous abstenir » et les autres en disant « puisque c'est comme ça, nous savons de moins en moins pour qui voter ». Eh bien, nous sommes là pour leur dire qu'il y a une réponse à leurs questions et que c'est pourquoi je suis devant vous et avec vous dans cette élection présidentielle. Parce que nous sommes là avec ces deux volontés, cette double détermination. Nous sommes là pour répondre aux questions que les Français se posent et nous sommes là pour leur rendre le premier tour de l'élection présidentielle qui est en réalité leur vrai pouvoir de citoyen. Parce que si vous acceptez, comme citoyen, que le premier tour disparaisse, qu'on le gomme, qu'on vous donne à l'avance la composition du deuxième tour, alors vous perdez quelque chose d'infiniment précieux, d'essentiel pour un électeur, d'essentiel pour une femme et un homme qui veut assumer son devoir civique. Vous abandonnez le droit qui est le vôtre de dessiner, comme vous l'entendez, le paysage à venir de la vie politique française, de faire disparaître ce qui vous a déplu et de faire apparaître des forces nouvelles qui seules peuvent renouveler la politique de notre pays. Si le deuxième tour est écrit à l'avance, alors vous perdez le droit des citoyens à imposer le renouvellement de la politique française. Vous avez uniquement le droit de choisir ceux des deux qui ont exercé depuis des années le monopole du pouvoir, de choisir celui de ces deux que vous allez mettre temporairement à la place de responsable de l'exécutif dans notre pays. Mais rien ne changera. Ils sont exactement bâtis dans leur vision du pays de la même manière. J'ai trouvé ces derniers jours, je ne sais pas s'il faut dire, navrant ou éclairant, révélateur, les événements de ces dernières 24 heures qui ont vu une cohorte, une théorie, comme on disait autrefois, une procession de responsables politiques qui étaient à gauche et qui, voyant arriver le pouvoir de Nicolas Sarkozy, sont passés à droite, et qui, au moment où les sondages fléchissent et que d'autres candidats apparaissent en faveur, repassent à gauche. Eh bien, mes chers amis, j'ai dit ce matin, nous, dans les Pyrénées, nous connaissons très bien cela. Les bergers des Pyrénées,
connaissent très bien ce type de phénomène. Ça se passe au grand changement de saison. Les troupeaux de moutons qui étaient dans la vallée montent dans les alpages. Et lorsque l'hiver approche, ceux qui étaient dans les alpages descendent dans la vallée. Ça s'appelle la transhumance. Et la transhumance, c'est très bien pour les moutons et les brebis, mais ça ne devrait pas être la règle qui organise la vie politique démocratique dans la République française. Des femmes et des hommes, des femmes et des hommes, qui avaient, j'imagine, de manière mûrement réfléchie, décidé de quitter leur camp en 2007 pour passer dans le camp du président sortant, qui ont reçu des satisfactions, on peut bien le dire sous cette forme, qui ont été dotés de responsabilités, et qui, tout d'un coup, à 4 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les sondages étant provisoirement, je dis provisoirement parce que je ne crois pas que ce soit pour François Hollande une bonne affaire de pratiquer ces mœurs que, profondément, le peuple français ne comprend pas et condamne. Mais à 4 jours de l'élection présidentielle, le troupeau ovin, je n'ai pas dit bovin parce que la transhumance, mais le troupeau ovin, au signal du berger, se précipite vers la nouvelle bergerie que les sondages désignent. Eh bien, mes chers amis, ceci est un signe inquiétant. Alors c'est un signe inquiétant. Ceci est un signe inquiétant pour 2 raisons. C'est un signe inquiétant parce qu'on voudrait qu'en France, les femmes et les hommes politiques aient davantage de conviction, davantage de constance, davantage de solidité, qu'ils ne changent d'opinion au fur et à mesure que les sondages se font entendre. On aimerait que ça ne soit pas les sondages qui conduisent les convictions, mais les convictions qui conduisent les sondages. Et puis ça dit une deuxième chose qui est pour moi encore plus éclairante, c'est qu'en réalité, la manière de faire, la manière de procéder, la conception du pouvoir, les mœurs et les coutumes du Parti socialiste sont exactement les mêmes que celles que Nicolas Sarkozy et l'UMP ont appliquées pendant 5 ans. C'est la même chose, c'est les mêmes méthodes, c'est la même vision. Et c'est la même vision, si vous y réfléchissez bien, c'est très important pour le sujet que nous traitons ensemble, celui de la France, de son État et de son avenir et des choix qu'il faut faire. C'est la même vision aussi parce que nous savons bien que la transhumance des responsables politiques, c'est aussi la même chose et sans doute en troupeau beaucoup plus compact, beaucoup plus serré. C'est la même chose dans la haute administration, dans la haute fonction publique française. Ceux qui, hier, se déclaraient, se montraient, s'affirmaient proches du pouvoir en place et qui sont aujourd'hui en train de manifester leur conscience, leur désir, leur volonté, leur engagement irréductible du côté du pouvoir dont ils croient qu'il arrive. Les mêmes. Et quand on flatte cette attitude-là, quand on flatte cette versatilité, quand on flatte cette soumission, en réalité, on rend le plus mauvais service à quelque chose qui est essentiel en France et qui est l'État.
l'État, j'ai été un ami admiratif et engagé de Raymond Barre. Raymond Barre, c'était un homme qui avait placé au cœur de sa campagne électorale en 1988 l'idée de l'État impartial. La France est un pays qui a besoin d'État et qui a besoin que cet État-là, on lui garantisse qu'il ne doit pas être un État partisan, qu'il va être un État au service exclusif de l'intérêt national. Et si nous y réfléchissons ensemble, l'idée que l'État, on le soumet aux variations des sondages, aux alternances des pouvoirs dans la manière dont on confie des responsabilités aux fonctionnaires de haut rang, à ceux qui sont là pour faire exécuter, pour mettre en place la politique que le gouvernement décide. L'idée que ces fonctionnaires, on va les changer, non pas en fonction de l'expérience, de la compétence et de la loyauté, mais uniquement en fonction de la carte de parti qu'ils auront décidé de prendre, parce que cette carte, ça sera la carte du parti qui arrive au pouvoir, c'est un affaiblissement de l'État. L'État n'a pas besoin. L'État n'a pas besoin de girouette, il a besoin de caractère. Je vous le dis du plus profond de ce que je crois. Et si vous me le permettez, je vous le dis du plus profond de ce que je suis. Et je le dis du plus profond de ce que nous sommes ensemble. Il faut bâtir sur du solide et pas sur ceux qui se dérobent au premier vent qui tourne. Il faut bâtir. Il faut bâtir sur des fondations qui tiennent bon. Il faut bâtir sur des piliers de l'État qui résistent. Et il faut écarter ceux qui, au contraire, sont toujours prêts à la soumission, à aller faire allégeance à tel ou tel parti dont on croit qu'il est le prochain, celui qui va distribuer les avantages et les promotions. Je veux et je vous promets un État qui soit un État respectueux des principes républicains pour lesquels nous nous sommes battus. Je vous promets. Je vous promets une République et un État qui se bâtira sur ceux qui ont des convictions solides et le caractère ferme. Je vous promets que nous aurons une République et un État qui sera bâti sur ce qui résiste et pas sur ce qui plie au premier vent. Je vous promets. Une République bâtie sur des chênes et pas sur des roseaux. On a besoin de ce qui tient bon et pas de ce qui plie chaque fois que le vent ou les courants d'air changent. On en a besoin parmi les hommes politiques et on en a besoin parmi les fonctionnaires. J'ai été extrêmement choqué, si je dois dire tout ce que je pense. J'ai été surpris parce que très récemment, Le Monde rapportait que François Hollande avait reçu des centaines de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, d'experts qui venaient apporter leur engagement et leurs compétences aux candidats du Parti socialiste. Et ils étaient plusieurs centaines en face de lui. Je cite exactement, vous trouverez l'article du Monde, c'est entre guillemets. Et François Hollande leur a dit cette phrase que peut-être il a cru être un sourire et que moi je prends pour un mauvais signal pour l'avenir. François Hollande leur a dit cette phrase, il leur a dit « Vous êtes très nombreux,
Je pense que beaucoup d'entre vous sont là pour les places, et ils ont raison, parce qu'avec nous, des places, il y en aura beaucoup. Eh bien, mes chers amis, ceci, oh, je n'ai pas de doute, ce discours a été tenu à voix haute ou à voix basse depuis des années et des années par l'autre parti, par l'UMP qui tenait le pouvoir et qui lui aussi a multiplié les avantages et ce type de nomination-là. Mais je veux vous dire que cette phrase et la philosophie que cette phrase porte, c'est le contraire de notre vision de l'État, de la République et de la démocratie en France. C'est le contraire. Je m'engage et je promets, en mon nom et au vôtre, que nous aurons un tout autre principe d'exercice de la responsabilité à la tête de l'État républicain en France. Je vous promets que les promotions, les nominations, les attributions seront données en fonction de ces trois critères, en fonction de la compétence, en fonction de l'expérience et en fonction de la loyauté, et d'aucun autre. On me dit quelquefois, mais Monsieur Bayrou, vous n'avez pas la puissante machine. Enfin, qu'il regarde autour de nous. Il y a tout de même quelque chose d'une puissance et d'une amitié et d'une force qui s'exprime dans votre présence ce soir dans ce meeting au Zénith de Lille, comme il s'exprimait hier soir à Nantes et comme il s'exprimait la veille à Lyon et comme ils s'exprimeront demain à Bordeaux. Nous sommes une force. Vous êtes une force. Vous êtes une force. Et tous ensemble, nous sommes en réalité la force qui porte l'espoir, et je crois le seul espoir d'un changement en profondeur de la politique française si l'on rejette les extrêmes qui sont un danger pour le pays. Vous êtes cette force. Mais quand on me dit vous n'avez pas cette puissante machine avec ces centaines et centaines de hauts fonctionnaires qui viennent vous apporter leur expertise, au fond de moi-même, je dis tant mieux. Parce que nous n'aurons pas la tentation de gouverner uniquement avec les nôtres ou à ceux qui se feront passer pour nôtres parce qu'ils sentent l'alternance arriver. Nous gouvernerons comme c'est le principe même de la République. Nous gouvernerons notre pays avec toutes les compétences, toutes les expériences et toutes les loyautés, parce que la France, ça n'est pas seulement un parti. La France, c'est la diversité, la pluralité des convictions et des talents dont on a besoin pour construire la maison commune de notre avenir. On a besoin de tout le monde. Contrairement à ceux qu'ils font, contrairement à ceux qu'ils pensent, nous n'avons pas envie d'avoir le pouvoir pour nous seuls. Et tant mieux si d'ailleurs ça ne serait pas crédible. Tant mieux
si nous n'avons pas à nous tout seuls toutes les majorités dans toutes les chambres du Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, ni toutes les majorités dans les régions, ni toutes les majorités dans les départements. Ce n'est pas une faiblesse d'être obligé de tenir compte des autres talents, des autres sensibilités, des autres opinions. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force pour l'avenir. Parce que qui va nous faire croire qu'aucun de ceux-là tout seul a les moyens de relever notre pays de l'état d'extrême difficulté dans lequel il se trouve? Je vous le dis, c'est notre marque de fabrique depuis longtemps. Mais j'ai réellement, et avec, je crois, les plus compétents, ayant exercé les fonctions les plus éminentes dans tous les domaines de l'activité du pays, des femmes et des hommes qui ont été des ministres très importants de l'économie et des finances, par exemple, des femmes et des hommes qui ont été des économistes très importants, des sociologues très importants, qui ont été responsables de grandes entreprises publiques, des femmes et des hommes qui ont été les responsables de la solidarité dans notre pays, et des femmes et des hommes qui sont des leaders au Parlement national et au Parlement européen. J'ai réfléchi avec eux à la situation du pays. Et j'en suis arrivé à cette conclusion qui était pour moi une intuition depuis longtemps. Il n'existe aucune chance de relever la France des difficultés dans lesquelles elle se trouve si nous continuons à entretenir la guerre des deux camps qui paralyse l'action de notre pays depuis des décennies. Et encore moins avons-nous une chance de réussir cette entreprise, de relever cet immense défi, si les deux camps sont, comme il apparaît qu'ils vont être, depuis des mois et des années, chacun sous la pression de leur extrême. La droite sous la pression de l'extrême droite, la gauche sous la pression de l'extrême gauche, qui réapparaît avec des solutions qui sont, mes chers amis, des solutions folles, impossibles à soutenir si l'on a le minimum d'honnêteté devant la situation du pays. Chacun sous l'influence de son extrême, et chaque extrême portant à son degré le plus dangereux les risques qui sont ceux de la société française. À l'extrême droite, les risques de division et de haine et de ciblage et de stigmatisation d'une partie des Français. Cet extrême-là est un terrible danger. Et à l'extrême gauche, les solutions de l'extrême illusion, portant à leur plus haut degré le risque que nous connaissons bien de prétendre devant le pays qu'il suffit de décider pour que les choses se fassent et qu'après tout, oui, il existe quelque part un endroit d'où on pourra tirer des milliards et des milliards pour signer des chèques qu'on donnera à tous les Français, à tous les salariés, à toutes les familles, à tous les fonctionnaires. Ce n'est pas vrai. L'un et l'autre, extrême droite et extrême gauche, illustrent, et c'est impensable en 2012 en France, illustre cette règle, cette loi que vous pouvez trouver en feuilletant les livres d'histoire à chaque page. Chaque fois qu'un extrême d'un bord ou de l'autre a mis la main sur l'avenir d'un pays, il a conduit ce pays dans le mur. On a eu à le regretter en pleurant des larmes amères pendant des années et des décennies. Nous sommes là pour l'empêcher. Et nous sommes là. Voyez notre originalité, voyez notre singularité. Nous sommes là, au centre de la vie politique française, largement ouvert, acceptant les différences entre nous. Il y a des parcours divers dans cette grande salle. Il y a des gens qui viennent du centre-gauche ou de la gauche. Il y a des gens qui viennent des écologistes. Il y a des gens qui viennent du centre droit ou de la droite.
je les respecte de la même manière. Je connais pour avoir partagé avec eux des années et des années d'itinéraires, de réflexion, de combats parfois difficiles, parfois amers. Avoir partagé même des années où la division paraissait l'emporter. Des années où on désespérait de voir se reformer cette famille-là, où les uns partaient d'un côté et les autres partaient de l'autre, et où on avait l'impression que à chacun sa chapelle. Je suis heureux, je vous le dis ce soir, et je le dis spécialement à Lille, et je le dis spécialement dans le Nord. Je suis heureux de voir que le temps de la division s'achève. Je suis heureux de voir que le temps de cette diaspora se termine et que ce qui a commencé une bonne fois pour toutes, c'est le temps de la reconstruction du grand courant démocratique dont la France a besoin pour résoudre ses problèmes. Et votre présence à elle seule, votre foule à elle seule, dit une chose qui est très importante pour l'avenir. En vérité, la seule chose importante, c'est que d'où que nous venions, nous allons construire ce grand courant ensemble et que plus jamais nous ne laisserons diviser ce qui doit être réuni. Et dans cette salle, et dans ce courant, il n'y aura pas seulement il y aura bien sûr, comme fondation, mais il n'y aura pas seulement des femmes et des hommes du centre. Parce qu'il y a tous ceux ici, et ils sont nombreux, qui simplement sont devant la vie de leur pays en portant une interrogation et une attente de valeur. Ils sont devant la vie de leur pays en disant, au fond, en portant au fond d'eux-mêmes une question simple. Est-ce qu'on peut s'en sortir ? Est-ce qu'on peut crédiblement regarder nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos nièces ou nos neveux, ou la génération précédente, et dire cette fois-ci on y voit clair, on sait où on va. Eh bien, c'est la principale raison de notre présence ici tous ensemble. Ceux qui viennent de toutes les familles du centre et ceux qui sont simplement des républicains et ceux qui veulent retrouver simplement l'espoir pour leur pays en sachant de quelle manière, un pas après l'autre, en suivant un cap fixé, on va pouvoir se retrouver avec l'optimisme et l'espoir qui ont déserté beaucoup de nos familles et beaucoup de citoyens. C'est ça la principale raison de notre présence ici tous ensemble. C'est pour cela que nous sommes là. C'est parce que nous avons compris, je crois, mieux que les autres, qu'il s'agissait désormais de concentrer le pays sur 3, 4 volontés inflexibles, de mettre devant nous 3 ou 4 exigences et d'y répondre comme ça n'a pas été fait depuis des décennies. On a laissé filer la situation du pays, on a laissé se dégrader la société française, on a laissé s'affaiblir ce qui étaient les forces de notre nation. Nous sommes là, tous ensemble, pour les reconstruire, pour les rebâtir, pour les solidifier et pour faire que désormais la maison repose sur des piliers et sur une charpente solide, que ces murs ne soient pas en papier, que de nouveau on puisse regarder la France comme un pays qui offre à ses enfants, à ses citoyens, un espoir crédible pour faire le chemin que nous avons à faire. Et ça passe en particulier par le fait que, parce que nous sommes là, nous allons proposer aux Français, permettre aux Français de se réunir, même entre ceux qui, pendant des années, ont été des adversaires résolus. Si vous regardez ce qui se passe dans tous les pays européens, en crise,
comme nous le sommes, comme on nous le dissimule, comme on essaie de nous le cacher, mais comme nous le sommes, et tout le monde le sait parmi les observateurs de la politique et de l'économie européenne. Qu'est-ce qui se passe dans tous ces pays, ou dans la plupart d'entre eux? Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? J'en parlais dans le train avec des journalistes italiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à un moment, devant l'impasse dans laquelle se trouvait la vie politique italienne, les trois grandes forces de gauche, du centre et de droite ont dit à leur corps défendant, devant la chute de Berlusconi, dont nous avons toujours été adversaires, parce que nous savions qu'il y avait là quelque chose qui ne correspondait pas à l'idée de la démocratie qui était la nôtre et sur laquelle je reviendrai dans une seconde. Les trois grandes forces de l'Italie ont dit « Il faut que nous mettions entre parenthèses nos querelles, nos batailles et nos guerres pour reconstruire ce qui doit l'être. Et si demain la vie politique reprend son cours, au moins nous aurons fait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ce qu'il fallait pour nos enfants. » L'Italie l'a fait dans une crise politique sans précédent. Et nous avons à le faire par une décision électorale consciente du peuple français. C'est le moment, l'élection présidentielle, dans laquelle un peuple peut imposer à ses dirigeants de renoncer à l'esprit de querelle qui les anime depuis des décennies et de choisir l'esprit d'unité sans lequel il n'y aura pas de redressement de la France. Et je le dis à l'avance, cette majorité-là, que je propose depuis des années, cette majorité centrale, que j'ai appelée dans un livre la majorité du courage, cette majorité-là, c'est la seule majorité stable pour la France. C'est la seule majorité qui peut porter une politique qui dure, parce que, si vous regardez la composition des deux camps, alors vous allez voir qu'en réalité, ils sont profondément divisés entre eux, et que même s'ils représentent 50%, il y a au moins la moitié de ces camps qui n'acceptent pas ce que proposera ceux qui auront la responsabilité du pouvoir, au moins la moitié, très à droite et très à gauche. Ils sont en désaccord sur tout. Les seuls qui soient en accord profondément, c'est ceux qui, réformistes de gauche, réformistes du centre, réformistes de droite républicaine, écologistes modérés, ont compris qu'il fallait rétablir les équilibres du pays pour que le pays, à nouveau, puisse libérer ses forces et se projeter vers son avenir. Ce sont ces réformistes-là. Je le dis à Lille. Je me suis toujours senti, même si nous n'étions pas du même parti, de la famille politique de Jacques Delors, par exemple. Je ne vois pas de différence. C'est peut-être l'homme politique dans ma vie, jamais eu l'occasion de travailler ou de gouverner ensemble, c'est l'histoire, et peut-être chacun a sa part de responsabilité. C'est sans doute l'homme politique de ma vie dont je me suis senti le plus proche. Je me suis toujours senti proche de Michel Rocard. J'ai été, je le disais, l'ami fidèle et enthousiaste de Raymond Barre. J'ai été l'ami et le collaborateur et le secrétaire général de Valéry Giscard d'Estaing. Je connais ces 4 hommes. J'ai beaucoup d'admiration pour la famille gaulliste. J'ai cité le nom de Maurice Schumann en commençant cette rencontre.
Ces familles-là, elles ont tout en commun. L'exigence de lucidité, la volonté de construire la France comme un grand pays et pas comme un pays de second rang. La lucidité européenne, l'engagement européen. Tous. Barre a été commissaire européen. Jacques Delors a été le président, le grand président, probablement le plus grand président de l'histoire de la Commission européenne. Michel Rocard, Giscard, qui a donné, par exemple, le Parlement européen à l'Europe. Ils ont bâti, construit, exigence de lucidité, exigence que la France soit un grand pays. Ils ont vu clair sans cesse sur les grands problèmes économiques du pays. Ils ont vu clair sans cesse sur les grands problèmes sociaux de la France. Ils sont du même esprit, même s'ils ne sont pas du même parti. Mais, comme ils étaient divisés, que la frontière entre droite et gauche passait entre eux, alors ils ont été opposés les uns aux autres et ils ont été minoritaires chacun dans leur camp. Cette deuxième gauche, celle de Delors et Rocard, elle a été minoritaire à gauche, contre des gens qui cultivaient l'illusion. Et l'autre famille, elle a été minoritaire à droite, contre des gens qui valorisaient ou qui ne voyaient que par l'affrontement et l'épreuve de force. Ceux qui ne voyaient que par l'affrontement et la guerre des deux camps à gauche, et ceux qui ne voyaient que par l'affrontement et la guerre des deux camps à droite, ils ont gagné sur la division de cette grande famille réformiste. Eh bien, il est temps, si nous voulons reconstruire la France, que soit entendue cette idée que je formule devant vous. C'est par la constitution et le renforcement de la grande famille réformiste qui va du centre-gauche jusqu'au centre-droit que nous avons entre les mains la seule chance de rebâtir notre pays dans les difficultés où il se trouve aujourd'hui. Et ma candidature à cette élection, c'est aussi cela. C'est la constitution d'une force qui refusera que la guerre des deux camps n'impose au pays l'affrontement perpétuel entre les compétences, entre les projets, affrontement perpétuel qui empêche notre pays d'aller jamais au bout des décisions qu'il prend et des réformes qu'il entreprend. On a besoin, en France, d'une majorité d'unité nationale, d'esprit réformiste pour que le pays se reconstruise. Et Dieu sait qu'il y a du travail. Et Dieu sait qu'il y a du travail. Ce projet politique que je viens de dessiner devant vous, reconstitution d'une grande force qui unira des gens qui viennent d'une rive et des gens qui viennent de l'autre et ceux qui, depuis longtemps, ont été pour la réconciliation des deux. Cette grande force-là, elle a devant elle des défis comme il ne s'en est jamais rencontré. Et ce n'est pas un hasard, donc, si l'on retrouve la loi, l'obligation qui fut celle du général de Gaulle en 1958. En 1958, le général de Gaulle reçoit entre les mains une France qui est absolument accablée de ses échecs. Le pays est comme aujourd'hui tellement en déficit qu'il est obligé d'aller faire ses fins de mois au Fonds monétaire international à Washington. C'est en 57 et 58. Le commerce extérieur de la France est effondré. Le général de Gaulle dit « Notre pays n'arrive plus à produire assez
pour sa consommation intérieure, ni à vendre assez pour équilibrer ses achats. Comme aujourd'hui. Le pays est divisé, plus gravement encore que nous ne le sommes aujourd'hui parce que c'était la guerre d'Algérie. Et que la société française est entièrement blessée, déchirée, arrachée sur cette grande affaire historique où il y a eu tant de victimes. Et même à mes yeux, il n'y a presque eu que des victimes. Je dis cela en pensant à l'histoire. Et le général de Gaulle, il arrive au pouvoir, on lui confie le pouvoir, et il n'a pas de majorité. Et il n'a pas le parti puissant. Il a existé, il s'est effacé. Il n'a pas le parti puissant qui lui permettrait de gouverner à lui tout seul le pays. Alors il choisit une voie, qui est la voie de l'unité nationale. Et il appelle les socialistes de l'époque, la SFIO. Le maire d'Arras de l'époque, en étant la principale figure, comme le maire d'Arras d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui, en est aussi une des principales figures de notre courant politique. Il appelle les socialistes de l'époque, le centre de l'époque, le MRP, la droite de l'époque, les indépendants et les gaullistes, à faire une majorité de redressement national. Et il les oblige à travailler ensemble pour que la France sorte de ses difficultés. Et il dit, si vous ne prenez pas chacun d'entre vous votre part de l'œuvre à accomplir, nous n'y arriverons pas. Et c'est parce qu'ils ont été ensemble, pendant 3 années ou 4 années, avant que sur les récifs politiques, cet attelage ne se brise ou ne se disperse. C'est parce qu'ils ont été ensemble. Avec à leur tête une vision claire, une volonté forte. C'est pour cela qu'ils ont reconstruit le pays. C'est grâce à cette unité que la France a relevé les défis. Et les a relevés, mes amis, en 3 ans. En 58, on est à la rue, comme on dirait aujourd'hui. En 61, 62, on est redevenu le pays le plus admiré de l'Europe, dans lequel les citoyens ont retrouvé confiance, les familles ont retrouvé confiance, et dans lesquels les nations qui nous entourent, tout d'un coup, ont vu à nouveau un pays debout et qui méritait d'être entendu et d'être suivi. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Je ne tire pas la réalité pour illustrer une thèse partisane. D'ailleurs, je ne défends devant vous aucune thèse partisane. Je ne suis pas ici porteur d'une étiquette. Je suis un homme du centre, fier de son parcours, heureux d'avoir bâti en France un centre indépendant. Mais ce n'est pas affaire d'étiquette et pas non plus affaire de parti. C'est affaire d'intérêt général pour le pays. Si nous n'étions au service que d'un seul intérêt partisan, nous ne servirions à rien et d'ailleurs personne ne nous écouterait. Si l'on nous écoute et que chaque jour davantage on nous entend, c'est parce que les Français ont compris que nous avions une approche de la politique, une vision et une volonté que nous portions devant eux et que c'était au service de notre pays dans la situation difficile où il se trouve que cette force était mise, que ce projet était formulé, que ces valeurs étaient défendues. C'est au service de l'intérêt général que nous avons l'intention de conduire cette campagne. Et l'intérêt général
Je dis au passage que cette unité du pays que nous appelons de nos vœux et que nous présentons comme la condition essentielle de son redressement, cette unité du pays, elle n'est pas seulement entre partis, elle est entre Français, entre communautés qui forment la France. Ici, on refuse de regarder la nation en fonction de l'origine, de la couleur de peau, du nom, de la religion, de la communauté où l'on vit. Ici, on choisit de regarder la nation comme une famille à l'intérieur de laquelle chacun a sa place et doit être reconnu comme tel. Parce que nous savons une chose, d'où que nous venions, de quelque rive que nous venions, à quelque religion que nous adhérions, ou philosophie, de quelque couleur que soit notre peau, nos enfants sont assis sur les mêmes bancs ensemble et ils vont avoir à construire ensemble le même pays. Et ceux qui prennent la responsabilité de les opposer, ils nuisent au pays et à son avenir. C'est contre notre pays. C'est contre notre pays qu'ils travaillent. L'unité de la France, du peuple français, de la société française, elle est essentielle. Et ceux qui opposent constamment les Français en fonction de la situation sociale qui est la leur, ceux qui ciblent les chefs d'entreprise ou les entreprises, ou ceux qui, dans la société française, ont la chance de s'être fait, par leur travail, une situation personnelle, ceux qui les ciblent, les présentent au fond comme des ennemis publics, ils nuisent à l'intérêt du pays, ils nuisent à l'entente qui doit être la nôtre. Et nous poussons très loin cette manière de regarder la France comme une unité et de refuser la division du pays. Nous le poussons très loin. Par exemple, nous sommes les seuls à défendre cette idée que je propose de faire entrer dans la loi que l'entreprise, elle n'appartient pas seulement à ses actionnaires, elle appartient aussi à ses salariés. Et pour le prouver, à proposer que les salariés soient représentés au conseil d'administration des grandes entreprises avec droit de vote et que même ils soient représentés au sein des comités de rémunération qui fixent les rémunérations des plus hauts responsables de l'entreprise. Comme ça, il y aura sans doute moins de différence entre le haut et le bas. Et voyez-vous, ce que je décris là, cette philosophie-là, cette philosophie sociale-là, cette conception de la vie sociale dans notre pays, cette conception-là, c'est une des réponses les plus efficaces que nous pouvons apporter à la situation de contraste qui a existé ces dernières années, par exemple, entre l'économie allemande et l'économie française. Vous connaissez les chiffres. Parce que vous m'avez entendu souvent les répéter, je demande pardon à ceux qui ont subi ce pensum pendant des mois. Notre pays, qui était excédentaire dans son commerce extérieur, il y a à peine 7 ans, c'est-à-dire qui vendait plus qu'il n'achetait, et donc qu'il faisait des profits ou des bénéfices ou des excédents, les mots sont synonymes entre eux, et c'est exactement comme une famille. S'il rentre plus que vous ne dépensez, vous épargnez, vous vous enrichissez. Si au contraire, vous êtes un artisan, si vous facturez plus que vous ne signez de chèque,
votre situation s'améliore, vous êtes bénéficiaire. Et c'est pareil pour une petite entreprise que dans une famille ou chez un artisan ou chez un commerçant. C'est la même chose pour un pays. Lorsque vous vendez plus que vous n'achetez, eh bien votre pays s'enrichit. Lorsqu'au contraire, vous êtes obligé d'acheter plus que vous ne vendez, alors vous vous appauvrissez. La France était en bénéfice en 2005. Et puis, de marche en marche, nous avons dévalé l'escalier qui est même devenu un toboggan. Cette année, 2011, la France a connu un déficit de son commerce extérieur de 70 milliards d'euros. 70 milliards d'euros, pour vous faire une idée de ce chiffre, ça représente la totalité du salaire annuel, charges comprises, de 3 millions de travailleurs français. Nous avons pris dans nos ressources du pays l'équivalent des salaires et des charges de 3 millions de travailleurs français et nous sommes allés les apporter aux pays qui étaient nos fournisseurs. Et dans le même temps, j'en parlais ce matin encore sur un plateau de télévision avec le journaliste économique que vous avez vu à la télévision qui s'appelle François Langlais, qui a présenté, je lui dirai que vous l'avez applaudi, il va être content, qui a présenté la courbe comme ça, de l'effondrement de notre commerce extérieur, de notre capacité de vendre, de notre capacité de produire ce que nous consommons, qui est le signe le plus inquiétant de l'hémorragie à laquelle le pays est soumis. Eh bien, dans le même temps, l'économie allemande, qui était derrière nous en 2005, cette année a fait un excédent, un profit, un bénéfice, non pas de 70 milliards, alors que nous avons perdu 70 milliards, mais de 160 milliards d'euros. C'est-à-dire l'équivalent du salaire annuel chargé, puisque c'est le même prix de l'autre côté du Rhin, de plus de 6 millions de travailleurs allemands. Alors ne vous étonnez pas qu'il n'y ait plus de chômage dans une grande partie de l'Allemagne et que la grande vague de licenciements en l'année 2011, ça a été à l'Agence pour l'emploi, parce qu'il n'y avait plus de clients. Je ne dis pas que tout soit bien dans l'économie allemande, loin de là. Mais je sais qu'un pays qui s'appauvrit sans cesse est un pays en danger, et un pays qui réalise des excédents et des bénéfices est un pays qui se renforce. Et quelle est la clé de la différence entre les deux? Parce que c'est tout à fait intéressant. Car je sais très bien ce qu'on nous a mis dans la tête au travers du temps, à tous, aux citoyens, aux téléspectateurs et même aux responsables politiques. De tous bords. On nous a serinés, on nous a enfoncés dans la tête, on nous a tympanisés avec cette idée que si nous perdions constamment des parts de marché, c'était à cause de la mondialisation, de la globalisation, comme on dit. C'était à cause de la Chine, qui avait des salaires 30 fois inférieurs aux nôtres, ou de l'Inde, ou de la Roumanie, qui avait des salaires 5 ou 6 fois inférieurs aux nôtres. C'est ça qu'on nous a mis dans la tête. Oui ou non? À tous, même aux plus compétents. Et en vérité, si c'était ça la cause, la mondialisation, la globalisation, l'euro, l'Union européenne, le coût du travail, si c'était ça la cause, les Allemands seraient logés à la même enseigne que la nôtre. Ils ont exactement les mêmes contraintes, la même monnaie, le même coût du travail, les mêmes règles que les nôtres. Eh bien, nos voisins, ils produisent, ils exportent, ils créent des richesses, alors que nous ne produisons plus, que nous exportons de moins en moins et que nous nous appauvrissons. Donc, il doit y avoir des raisons, des différences entre les deux côtés du Rhin et les autres.
La Belgique, voisine et amie, est excédentaire dans son commerce extérieur. Les Pays-Bas à proximité, vous les Flamands, il y a bien des Flamands dans cette salle. Bon, j'ai eu peur que vous ne réagissiez pas à l'énoncé de votre identité. Les Pays-Bas produisent et exportent beaucoup. Les pays scandinaves logés à la même enseigne, c'est pareil. L'Italie du Nord logée à la même enseigne, c'est pareil. Le seul pays de premier plan en Europe qui soit dans cette situation d'effondrement, dans cette situation d'hémorragie, c'est la France. Et donc, rien n'est plus important que de comprendre pourquoi. Vous voyez que ce que je place devant vous, ça n'est pas des slogans publicitaires, c'est une réflexion pour citoyens, une réflexion pour autour de la table de famille. Une réflexion, j'essaie de l'exprimer dans les mots les plus accessibles, mais qui n'est pas autre chose que la réflexion des plus grands économistes et des plus grands experts du pays. C'est cette réflexion-là que nous avons devant nous. Pourquoi ? Parce que je pense que la démocratie, ça consiste à prendre le citoyen tellement au sérieux qu'on le considère comme un responsable du plus haut niveau. Qu'on lui parle comme à un responsable du plus haut niveau. Et si on avait un responsable du plus haut niveau devant nous, un président, un Premier ministre, un ministre, on commencerait par une chose, c'est lui donner entre les mains le dossier qui décrit exactement la situation à laquelle il a à faire face. Eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai bâti cette campagne sur la vérité dite aux Français sur l'état de la France. Il n'est pas de responsable qui puisse prendre une décision s'il ne connaît pas exactement la situation sur laquelle il a à trancher. Eh bien, le peuple français, les citoyens français, ils méritent exactement le même respect et les mêmes égards. Ceux qui lui dissimulent la vérité le trompent, truquent la situation, l'empêchent de prendre conscience, donc l'empêchent de former sa décision et sa volonté. Et c'est pourquoi je vous dis, les menteurs et les truqueurs et les illusionnistes, les truqueurs, il faut les renvoyer chez eux car ils trahissent le peuple que nous sommes. Et alors, quand je regarde les raisons qui font qu'une économie à surmonter ses difficultés et à trouver la prospérité, et que l'autre économie a vu s'accumuler les difficultés et a rencontré au contraire l'appauvrissement et l'explosion du chômage. Alors je vois plusieurs causes. Je vais en énoncer 2 ou 3 devant vous. La première de ces causes, c'est celle que j'évoquais, c'est l'état de la vie sociale dans les 2 pays. Nous vivons en France une vie sociale qui est uniquement une vie sociale, ou presque uniquement, une vie sociale d'affrontement. Et de l'autre côté du Rhin, la société allemande a développé une toute autre vie sociale qui est souvent brocardée en France, qui est souvent mal vue en France, et que moi je considère comme une des raisons de son succès. Ça s'appelle la cogestion. C'est-à-dire l'idée que, dans une entreprise, les droits des actionnaires et les droits des salariés sont exactement les mêmes, que l'intérêt de l'entreprise n'est pas contradictoire avec l'intérêt des salariés, et que les deux ont intérêt à ce que l'entreprise se porte bien pour que les salariés se portent bien.
C'est ainsi que dans la crise, et nous avons connu la même à partir de 2008-2009, c'est ainsi que dans la crise, les entreprises allemandes, par accord entre l'entreprise et les salariés, ont pris un certain nombre de décisions. Par exemple, momentanément de baisse des horaires de travail pour qu'ils puissent remonter le jour où les carnets de commandes seraient à nouveau pleins. Par exemple, le fait qu'on ne licencierait pas quand l'activité de l'entreprise tomberait, qu'on garderait les salariés, y compris en chômage partiel, y compris à mi-temps, de manière que le jour où le pays se redresserait, où les commandes reviendraient, on ait un personnel de salariés formé qui n'ait pas besoin de tout réapprendre dans l'entreprise, qu'on puisse repartir aussitôt. Eh bien, ce modèle social, je suis persuadé qu'il explique en grande partie les raisons pour lesquelles l'Allemagne a surmonté ses difficultés et surmonté les difficultés de la crise, alors que nous, en France, nous avons au contraire subi une situation qui est une situation de crise profonde. Le changement du modèle social du pays par consensus, par persuasion, pas par la force. Rien ne marche par la force. Mais le changement de ce modèle social, le choix de règles, j'en ai cité une, la représentation des salariés au conseil d'administration des entreprises, le choix de règles nouvelles fera que la réalité sociale dans l'entreprise va bouger et qu'on va pouvoir en effet trouver de nouveaux modèles d'adaptation. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, très souvent en France, nous avons accepté qu'un grand nombre de filières voient disparaître la production française. Et les Allemands ne l'ont pas accepté. Je prends un seul exemple qui est cruel pour nous, c'est la comparaison entre Volkswagen et Renault. En 2005, Volkswagen produit en Allemagne, sur le sol allemand, le même nombre de véhicules que Renault produit sur le sol français. 1 200 000 d'un côté, 1 200 000 de l'autre. Cette année, Renault ne produira plus en France que 440 000 véhicules, divisé par 3, alors que Volkswagen produira en Allemagne 2 200 000 véhicules multipliés par 2. Les uns ont monté, les autres ont descendu. Et il n'y a pas de raison de monnaie, c'est la même. Il n'y a pas de raison de clientèle, ce sont les mêmes. Il n'y a pas de raison de coût du travail. Le coût du travail dans la métallurgie allemande est encore légèrement supérieur au coût du travail dans la métallurgie française. Et c'est tellement vrai que cette année, il y a 3 semaines, Volkswagen vient d'annoncer qu'il allait distribuer à ses salariés une prime de 7 500 € pour tenir compte des résultats de l'entreprise. Demandez aux salariés de Renault ce qu'il en est. Il y a donc d'autres raisons. Je propose que nous reconstruisions un plan d'action filière par filière dans notre pays, qui réunira autour de la table tous les industriels, tous les commerciaux, tous les acteurs du secteur, les pouvoirs publics, régionaux et nationaux et les banques. Que secteur par secteur on dise « Écoutez, excusez-moi, il n'y a aucune raison pour que la France soit en train de disparaître et de s'affaiblir dans le secteur, je vais citer un exemple déjà cité, du bois et de la forêt. Aucune raison. Nous avons en France la plus grande, je parle uniquement du territoire métropolitain, parce que si j'ajoutais la Guyane lointaine, alors là on serait des champions et des champions. Nous avons en France une des plus grandes forêts européennes. Elle fait 16 millions d'hectares. Les Allemands n'ont une forêt que de 11 millions d'hectares. 30% de moins. Eh bien, avec leurs 11 millions d'hectares, ils ont 800 000 emplois. Avec nos 16 millions d'hectares, nous n'en avons que 400 000. Si vous faites la règle de 3, comme le savent un certain nombre d'entre vous, je suis le défenseur du calcul mental.
Pythagore disait que le calcul mental, c'est de la musique. Je dis ça parce qu'il y a au premier rang de cette salle le grand pianiste Jean-Philippe Collard. Bon, disait que la musique et le calcul, c'était la même chose. Il disait la musique et les mathématiques, c'est la même chose. Et il y a du très vrai et très profond là-dedans. Et donc, si vous faites la règle de 3, si vous avez 800 000 emplois avec 11 millions d'hectares, combien d'emplois devriez-vous avoir avec 16 millions? Je vais vous donner la réponse. Parce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans le calcul mental, toutes générations confondues. On devrait avoir presque 1 200 000 emplois. Disons 1 million pour faire des comptes ronds. Ça veut dire qu'il nous manque 550 000 emplois dans une seule filière. Et je peux faire le tour des batailles que nous avons perdues dans le textile, Jean-Marie, dans le Nord, des batailles que nous perdons dans le tourisme. On était la première destination touristique européenne. L'Espagne vient de nous passer devant. Il y a 2 millions d'emplois dans le tourisme en Espagne, il n'y en a que 1 million en France. Il y a des centaines de milliers d'emplois en réserve. Dans le numérique, dont je parle tous les soirs, parce que c'est évidemment le numérique l'avenir, on a créé 700 000 emplois dans le numérique en France ces dernières années. Mais nous n'avons toujours pas de formation au commerce numérique dans notre pays, qui est en train d'exploser au rythme de plus 30% par an. On garde des formations qui sont des formations, sans vouloir en dire du mal, assez souvent dépassées, et on ne crée pas les formations d'avenir dont on aurait besoin, par manque d'adaptation et de souplesse. Et vous voyez que secteur par secteur, filière par filière, et je suis persuadé que ça marche dans toutes les filières, énergie renouvelable, agriculture, agroalimentaire, où pourtant déjà nous sommes exportateurs et très forts. Mais on a impérativement besoin de reconstruire, je vais employer un mot compliqué, une stratégie, une volonté nationale dans chacune de ces filières-là. Si on le fait, on a devant nous des gisements de centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas aujourd'hui mis en évidence et pas créés, alors que nous en avons le plus urgent besoin pour les jeunes, pour les familles et pour les ressources du pays. Et c'est la même chose. Et c'est la même chose dans le secteur qui est le plus important pour l'avenir, non pas seulement d'une économie, mais d'une nation tout entière. Nous avons besoin de changer la manière de regarder le secteur qui est la clé de notre pays, qui est l'éducation nationale. Ça n'est pas possible. Vous savez que je suis entré dans cette campagne électorale avec 2 verbes, produire et instruire. Il n'y a pas d'économie qui marche s'il n'y a pas une éducation du plus haut niveau. Et je vous le dis comme quelqu'un qui aime passionnément la mission d'éducateur, la mission de professeur et l'éducation nationale dans son ensemble. Il n'est pas possible que nous acceptions que, comme depuis des années, année après année, nous reculions chaque année dans les classements internationaux qui permettent de comparer les réussites des pays développés en Europe. Il n'est pas possible que sur 35 pays développés, nous soyons, nous Français, pour la compréhension de l'écrit, 24e sur 35. Il n'est pas possible que pour le calcul, nous soyons 25e sur 35.
Et il n'est pas possible que pour la lutte contre les inégalités scolaires, honte, nous soyons 34e sur 35. C'est impossible. Et évidemment, ce redressement de l'éducation nationale, ne se fera pas par les promesses illusoires que certains proposent. Ça ne se fera pas en recrutant 60 000 enseignants supplémentaires parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Nous n'avons pas les moyens d'aucune manière. Songez que l'an dernier, alors qu'on a appliqué le 1 sur 2, on n'a renouvelé qu'un poste sur 2 de ceux qui partaient à la retraite. Dans l'enseignement secondaire, il y avait 9 000 postes mis au concours. On n'a pu en attribuer que 8 000 parce qu'il n'y avait pas d'étudiants pour occuper avec le niveau convenable et requis les 1000 postes supplémentaires. Alors, qui veut nous faire croire qu'on va pouvoir en recruter tout d'un coup 28 000 au lieu de 8 000? Ça n'est pas vrai. On nous raconte des histoires. Je demande qu'on choisisse le respect des citoyens en leur disant la vérité, y compris sur les moyens de l'État qui n'a plus les moyens de dépenser des milliards supplémentaires. Il n'a pas le premier centime de ces dépenses-là. Alors nous avons besoin de bâtir un vrai plan, un vrai accord pour l'avenir de l'éducation nationale. Ça ne peut se faire, premièrement, qu'en soutenant les enseignants alors qu'on a cessé de les dénigrer depuis des années. Je refuse les campagnes qui ont été menées depuis le plus haut niveau de l'État, depuis ceux qui devaient en avoir la responsabilité. Les campagnes qui ont été menées depuis des années pour faire croire que les professeurs et les enseignants du premier degré, du second degré ou de l'enseignement supérieur en France étaient des feignants qui ne voulaient pas assumer leurs responsabilités. Je voudrais voir devant une classe de 4e d'un collège normal combien de temps tiendraient ceux qui tiennent ces propos contre les éducateurs français. Je voudrais les voir. Oui, ne me faites plus de signes, j'ai compris que nous arrivions à la fin de cette rencontre. Ils sont tout le temps là, ils sont là devant, ils font « stop, stop ». J'aurai fini dans les 5 minutes qui viennent. Mais je veux dire que nous avons à rebâtir le contrat entre l'école et la nation. Et d'abord le contrat sur l'enseignement primaire, pour qu'il soit clair aux yeux de tous que la vraie égalité, la vraie fraternité et la vraie liberté, c'est d'apprendre à lire, à écrire, à compter et à aimer la langue française. Et la musique, Jean-Philippe. Et je demande qu'on se penche sur une question simple. Comment agissent, comment pratiquent, quelles méthodes suivent les enseignants, et ils sont nombreux, qui réussissent dans leur classe, même dans les conditions de classes d'origine sociale ou culturelle différentes. Il y en a beaucoup de ces enseignants-là. Jamais personne ne va voir comment ils pratiquent. J'ai fait une faute de français, je ne veux pas vous laisser mauvaise impression. Parce que je tiens à la langue française, jamais personne ne va voir comment ils pratiquent et pas ne vont voir. On a besoin de reconstruire le contrat entre l'école et la nation. Et on a besoin de retrouver la confiance entre les citoyens et leurs élus. C'est pourquoi il est un chapitre indispensable au redressement du pays.
C'est la moralisation de la vie publique qui doit être imposée par les citoyens aux partis politiques qui n'en veulent pas. Parce que bien sûr, ces deux partis qui ont en fait des pratiques semblables, qui veulent organiser les choses pour qu'ils exercent ensemble le monopole du pouvoir dans notre pays. En vérité, une des raisons de leur volonté de garder tout le pouvoir entre leurs mains alternativement et quelquefois ensemble, la vraie raison, ou une des vraies raisons, c'est qu'ils ne veulent rien changer aux pratiques dont les citoyens ne veulent plus, mais dont eux, en tout cas, s'accommodent depuis des années, des lustres et des décennies. Ils veulent les garder, nous voulons les changer. Alors je vais vous dire, il n'est qu'une manière de les changer, c'est de donner aux citoyens le pouvoir de le faire, y compris contre ces partis et leurs élus. Il faut le faire par référendum. Il faut que les Français l'imposent à ceux qui leur refusent depuis tant d'années. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Oh, des choses très simples. Il faut mettre un terme à la pratique purement française et absurde du cumul des mandats pour ceux qui siègent à l'Assemblée nationale. Il faut imposer une règle qui existe dans tous les autres pays européens, qui est qu'on ne pourra voter à l'Assemblée nationale et au Sénat que si on est présent dans l'hémicycle. On ne doit pas pouvoir voter si on n'est pas là. Et pour que tout soit clair et que les citoyens sachent ce que leurs élus font avec le mandat qu'ils leur ont confié, il faut que tous ces votes soient publics et consultables sur Internet pour savoir ce que chacun a fait du mandat qu'on lui a confié. Il faut que le pluralisme soit reconnu dans nos assemblées et que donc tout courant politique qui aura dépassé la barre de 5% des voix soit représenté pour pouvoir s'exprimer à l'Assemblée nationale en fonction de la confiance que lui ont faite les citoyens. J'ajoute que pour montrer l'exemple, parce qu'il n'est pas normal que les responsables demandent des efforts au pays et qu'eux-mêmes ne suivent pas cet exemple. J'ajoute que pour montrer l'exemple et faire des économies, il est opportun de diminuer le nombre des députés et des sénateurs qui représentent notre pays. Les États-Unis, avec une population 5 fois plus importante que la nôtre, ont 30% de députés et de sénateurs en moins que nous n'en avons. Il n'y a aucune raison que nous ne suivions pas cet exemple ou cet équilibre avec une certitude. Moins nombreux ils seront, plus ils auront d'influence et plus leur voix sera entendue. Une des raisons, parce qu'ils ne sont pas tous mal intentionnés, une des raisons pour lesquelles les députés ne vont pas à l'Assemblée nationale ou les sénateurs au Sénat, c'est parce qu'ils ont compris que leur présence, en réalité, la plupart du temps, ne servait à rien. Quand vous êtes dans la majorité, vous êtes obligé de voter pour. Quand vous êtes dans l'opposition, vous êtes obligé de voter contre. Alors à quoi servez-vous? Vous voyez la révolution que nous portons, le changement profond que nous proposons au pays en quelques semaines. Et je pourrais ainsi énumérer toutes les règles qui font que, par exemple, on échappera au mélange des intérêts publics et des intérêts privés. Et j'ajoute une dernière chose, grâce à nous, on reconnaîtra la validité du vote blanc en France, parce que c'est un citoyen. Quand un citoyen se déplace pour aller voter, son geste doit être reconnu à sa juste valeur. Même s'il dit « je ne suis pas d'accord avec les candidats qui se présentent devant moi ».
Ça évitera des votes fantaisistes, ça évitera des votes extrémistes. Ça fera que chacun dira exactement ce qu'il a sur le cœur. Et après tout, la démocratie, c'est ça. Et Fadila Meal au premier rang me souffle. La parité sera ainsi reconnue et établie infiniment mieux qu'elle ne l'est, car il est honteux que la France soit 63e au classement des pays pour la représentation des femmes au sein de nos assemblées. Voilà le changement dont la France a besoin pour relever les défis qui sont devant elle. Le défi de l'emploi, 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 l'emploi et encore l'emploi. Le défi de l'éducation, l'éducation, l'éducation et encore l'éducation. Le défi d'une démocratie refondée. On a besoin de tout cela pour que le climat change dans notre pays. C'est entre vos mains, parce que vous allez retrouver ce qu'est la règle de l'élection présidentielle. C'est au premier tour que ça se joue, pas au deuxième. Le premier tour, c'est le pouvoir du citoyen. C'est votre pouvoir. C'est vous qui devez choisir. C'est à vous qu'on doit reconnaître ce droit. Le deuxième tour, c'est un tour d'élimination. C'est ce pouvoir-là que le peuple français va se rendre dans les 3-4 jours qui viennent, en faisant bouger, en réfléchissant, en n'acceptant pas le premier tour, le résultat du premier tour qu'on déclare comme affiché. Il est là, le peuple français, pour résister à ces pressions et à ces intimidations. C'est un peuple libre. Il va le montrer. Et il va le montrer parce que vous êtes là. Le 22 avril, c'est le tour de la liberté. Le 22 avril, c'est le tour du pouvoir du citoyen. Et nous ferons ce qu'il faut pour que la France se redresse. Car un pays uni, rien ne lui résiste. Merci d'avoir été là.